Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagné d'un arbitre, en l'occurrence Antoine, et d'un joueur, en l'occurrence Kylian. Donc le but de la vidéo ça va être de débattre sur trois sujets. Comment monter N, donc là ça va être plutôt sur la partie joueur, comment être un bon arbitre, sur la partie arbitrage, et comment être un bon coach et qu'est-ce qui différencie un bon coach d'un coach un peu plus mauvais. Voilà. Donc premier sujet, ça va être qu'est-ce qui fait qu'un joueur passe N et quels sont les éléments à prendre en compte pour atteindre ce niveau-là. Donc du coup, première question pour Monsieur Le Basque. Comment tu as fait pour monter N2? Voilà, donc nous les différents éléments, après nous on va en parler, hein. On va en parler, on va dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc toi, parle-nous un petit peu de toi. Dis-nous un petit peu comment tu as fait pour monter N. Déjà, ça fait très longtemps que je joue au badminton. Ça va faire 13 ans que je joue au badminton. Donc déjà, j'ai cet avantage-là d'avoir commencé très tôt. Et je pense que ça aide de commencer tôt. T'as commencé à quel âge toi? J'ai commencé à 5 ans. Et c'est un avantage déjà d'avoir cette longévité dans un sport. Et ensuite, j'ai travaillé dur, même extérieur badminton, avec un peu de course à pied, un peu de renfort, etc. Et puis après, j'ai eu vraiment ce déclic après Covid. Surtout moi, je suis passé d'un joueur banal à un joueur banal. Un joueur banal. C'est quoi un joueur banal? Un joueur banal, c'est un jeune joueur qui était, je sais pas, qui était D7R6 quoi. Genre, c'est. Ouais, t'en as plein là, ils sont D7R6. Oui, mais pourrir. Et moi, c'est dire quoi, moi, je suis un joueur banal? C'est Antoine, t'es classé quoi? Moi, je suis banal. Antoine, il est déjà banal, tu vois. Toi, t'es quoi, t'es R6? R5? Je suis remonté R6. Est-ce que tu considères que c'est un bon classement? Est-ce que ça a été dur d'être R6? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire plus? Tu aurais pu être moins fort? En fait, c'est difficile de mettre une jauge en se disant ok, mon classement est un bon classement. Parce qu'en fait, si on voit toujours plus haut, on se dit en fait c'est de la merde. Même si je suis N, tu vois, tu peux te dire ouais, en fait c'est de la merde. Ouais. Et à contrario, tu peux te dire ok, si je suis D7, en vrai c'est grave bien parce qu'il y a sur 150, 200 000 licenciés, je fais partie des 5, 6 000 meilleurs. Donc ça dépend où on met la jauge en fait. Toi, est-ce que tu considères que c'est bien? Genre R6, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire pire? En fait, moi je trouve que le classement c'est un peu subjectif. Ah ouais? Parce que déjà le classement il a changé plusieurs fois, du coup ça ne veut pas forcément dire grand chose. Mais à un moment j'étais M3 par exemple. Ah ouais? Oui. En ça? Mais en double. Ah, le classement ouais. ça ne voulait pas dire grand chose. Ah ouais, c'était. Et après, moi j'ai eu avec les seuils, non? Ouais, c'était. Il fallait 700 points, je crois. C'est ça, il n'y avait plus de seuil, je crois, à ce moment-là. Après, ils ont mis les seuils. Du coup, le classement, je trouve, c'est subjectif. Et puis après, en fait, j'ai eu un peu un parcours en dents de scie au niveau de base, je trouve, avec des blessures, des pauses, etc. Et du coup, là, j'ai eu un grand temps de pause. Et là, j'essaie de m'y remettre. Du coup, mon classement a bien diminué. Et là, j'essaie de me remettre au fur et à mesure. Mais après, il y en a aussi qui font de la compète, mais qui n'arrivent pas à bien gérer les compètes et du coup à monter en niveau, en classement. Mais par contre, ils se débrouillent bien quand même. Ouais, après c'est vrai, parce que tu vois, quand tu dis le classement, c'est un petit peu. T'as dit quoi, subjectif? Non, ouais, subjectif. Ouais, subjectif. Alors, en fait, c'est ça, parce que t'en as plein, ils font 2, 3 compètes dans l'année, et au final, les mecs ils sont hyper forts, c'est juste qu'ils font pas de tournoi, et au final, ils ont pas de classement. Mais t'en as plein en tournoi comme ça. Ou même, moi ce que j'appelle, c'est les joueurs d'interclub. Tu sais, t'en as plein ils jouent en National 3, en National 2, en interclub. Et en fait, tu regardes, les mecs, ils sont R4, ils sont N3. Tu te dis en soi, pour le niveau national, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est juste que les mecs, ils font que des interclubs, ils sont trop forts. Tu vois, t'en as plein des noms comme ça, là, je vois. Bon, on va pas forcément citer de noms, mais t'en as plein. Puis après, ça dépend aussi de la catégorie. Ouais. Un jeune, je sais pas, N1, N2, en minime ou cadet, c'est pas un N1, N2. Ouais, non, mais c'est clair. Avec les tournois internationaux et tout, ils prennent max de points. Puis même en fonction des régions. Tu regardes, nous on est en Ile-de-France, je pense sans nous jeter des fleurs, on a le niveau le plus élevé en France, parce que la concurrence elle est énorme. J'avais fait des tournois, c'était faire Bordeaux et tout, ça n'a rien à voir le niveau. Moi j'ai fait un tournoi à Reims, j'étais petit R4, je suis arrivé et j'ai dégommé des N3 de Reims. Ouais, suivant les régions, le même classement ne reflète pas le même niveau. Ah ouais, parce qu'en fait ils font que des tournois entre eux. Et au final, ils se montent les points entre eux. Et puis, tu regardes le niveau en Ile-de-France, un N2 Ile-de-France, c'est pas pareil. Après, N1, je trouve moins.
Parce qu'avec les circuits élite, et tout, c'est plus pareil. Et surtout que maintenant, il y a des seuils, du coup, Ouais. c'est les meilleurs français, et du coup, ils jouent plus entre eux, et du coup, ça homogénise au niveau du territoire national. Et toi, et vous, du coup, pour monter, allez, on va dire pour passer le palier R, on va dire entre P et D, on va dire 7 joueurs banal, on l'appelle comme ça, joueur banal. Et après, pour passer R, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir en plus pour passer R? Et après, mais d'abord pour passer R. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Si vous voulez, je commence. Mais... Moi, la première chose, c'est faire le moins de fautes possible. Ah ouais, La ok. base pour moi. C'est vrai que toi, t'as un jeu qui est très comme ça, pour t'entraîner un petit peu. Ouais. Et puis même par rapport aux entraîneurs que j'ai eus, la première chose, c'est pas faire la faute et du coup attendre la faute de l'adversaire. Du coup, pour moi, ce qui a permis de passer un premier palier en fait, de classement, c'est juste pas faire de faute. Ah, c'est intéressant. Parce que tu Pas regardes, mettre le volant dans le filet ou bien servir. tu regardes, t'en as combien au niveau D? Ça fait vraiment service-faute. Service-faute, tu fais. Mec, c'est impossible. C'est la base. Tu fais 50 000 fois la même chose. Et même, si on voit plein en double, tu vois combien de fautes de service. Alors que si tu veux gagner un match, t'es obligé de savoir servir. C'est le truc que tu vas faire le plus souvent, quoi. Si tu sais pas servir, tu peux rien faire. Et t'en as plein, niveau P, D, même R, hein, ils savent pas servir. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Tu peux pas te permettre de dire, ok, ouais, je veux savoir faire un smash, je veux savoir faire ça, faire plein de trucs de ouf, de revers dégagement, smash revers et tout. Le mec, il sait pas servir. Tu vois, pour moi, il faut commencer par avoir une base, comme tu dis, pas faire de fautes, des gestes simples, mais les faire bien, quoi. Faire vraiment bien les choses. Et si tu sais pas faire des trucs basiques, derrière, des déplacements aussi. Ouais, des déplacements. Après, je trouve que ça vient sur le fait de ne pas faire de faute, après tu apprends à bien te déplacer. Ouais, parce que les déplacements, pour moi, c'est pas seulement faire du shadow, tu vois, c'est plein de trucs. Tu vas plus mettre l'adversaire en difficulté, forcément tu vas mieux te déplacer parce que ta trajectoire elle est plus belle. Pour moi, c'est un lien. Enfin, après, pour mon regard de coach, après, toi en tant que joueur, comment tu vois ce palier R à atteindre? Moi, je le vois par rapport à la régularité aussi. On est comme disait Antoine, on est dans un système aussi de classement qui fait que la régularité prime plus que avant, où vraiment il y avait les victoires, les défaites, etc. Et que là, il fallait être le plus rigoureux sur un match, etc. Alors que là, sur le tournoi, il faut juste être assez rigoureux, assez régulier, pardon, et même sur l'ensemble de la saison, il faut être régulier pour monter très vite. Il faut être régulier, il faut avoir une base de technique, une base de déplacement solide. Et moi, j'ai un entraîneur qui m'a déjà dit aussi qu'on peut facilement monter R avec du physique aussi. Avec beaucoup de physique, surtout en simple, en tout cas. C'est ça, qu'est-ce que t'en penses par rapport au physique? Alors, c'est possible. J'ai des exemples en tête, mais de joueurs qui n'ont pas forcément un beau jeu, mais qui juste en ramenant le volant, en ayant un physique de ouf et justement en faisant le moins de fautes possible, même sans produire de jeu, ils arrivent à monter R assez facilement parce qu'il y en a d'autres qui prennent beaucoup plus de risques, qui sont peut-être plus beaux à avoir joué, mais qui sont moins réguliers. Et qui ramènent moins le volant, qui fatiguent plus vite, etc. Pour vous, quel est ce qui est le plus important, tu vois, entre le physique, la technique, la tactique et le mental? Est-ce que si vous deviez en citer un, vous en choisirez un, genre le physique ou la technique? Ou vraiment tout est en lien? Alors, je dirais que tout est en lien, mais du coup l'aspect tactique il est hyper important dans le badminton. Je pense que c'est le facteur de performance le plus élevé quand on veut passer d'un cap à un autre. Je pense que je t'ai apporté quoi, moi, depuis que je t'entraîne, ça fait quelques années, je pense que je t'ai apporté plus une dimension technique, tactique, physique ou mentale? Si tu dois en citer qu'un. Je dirais mental. Avoir confiance, avoir confiance en son jeu. Ouais, surtout au franc, je pense que tu as eu un gros déclic aussi. Ouais, c'était important. Moi, j'attendais de ces France-là beaucoup au niveau de mon jeu, etc. Et j'avais du mal sur les précédentes France, surtout l'avant-dernier que j'avais fait. C'était très compliqué mentalement. Et j'ai perdu assez vite pied et j'avais perdu au premier tour assez bêtement. Et là, j'avais besoin
d'un petit déclic, un petit déclic mental, peut-être un truc qui change, et c'est ce qui a fait la différence là sur ces derniers France que j'ai fait. Ouais, et puis même niveau classement, t'as un petit peu explosé aussi grâce à ça, tu vois, on a changé un truc où au final, tu t'énervais de ouf. Le mec, il pétait des ponts sur le terrain, je le voyais, il était là, putain, il lâchait des trucs de ouf sur le terrain. Je me dis, mais gros, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et au final, après, t'as changé ce truc-là, bah, après, t'as pris plus confiance parce que du coup, ça générait de la frustration, le fait que tu redonnes les points, t'avais pas trop confiance en ton jeu, et au final, quand t'arrives sur ce match, enfin sur plusieurs matchs, mais t'es confiant, ça n'a rien à voir. Et je pense que vous avez déjà senti ce moment-là où tu sors d'un gros tournoi ou plusieurs gros tournois que tu as fait dans une saison, et en fait tu sais que tu es une machine, même si tu restes nul, tu vois. Mais tu te dis, ouais, là ça fait 2-3 tournois, je suis trop fort. Tu arrives sur le tournoi d'après, tu es encore plus bon parce que tu es en confiance, alors que tu n'as pas forcément changé le truc techniquement et tout. C'est juste que tu es en confiance et ça joue trop. Et toi, du coup, si tu devais en choisir un sur l'aspect technique, tactique, physique ou mental? Tactique et mental, du coup, ça, je trouve que ça va un peu ensemble parce qu'en fin de compte, si t'as pas de mental, bah, tu réfléchis pas trop et. Ouais, c'est tactique. Mais après, oui, parce qu'en fait, même si t'es moins bon qu'un adversaire, que ton adversaire, je pense que si tu réfléchis et que t'es plus malin que lui, tu peux marquer plus de points. Je suis carrément d'accord avec ça. Parce que. Vas-y. Puis ouais, après, t'as tout ce qui va être allié technique, le technico-tactique, allié technique avec la tactique. T'as l'inverse aussi, le tactico-technique. T'as plein de trucs en fait qui jouent un rôle important dans tes performances. Et moi, je pense qu'il faut prendre en compte tout. Mais c'est vrai que le plus important, l'aspect mental et tactique, c'est vraiment hyper important. Et on le voit en haut niveau. Il y a des joueurs, ils ne sont pas top 5, top 10, mais ils arrivent à gagner contre le premier mondial parce que tactiquement ils ont mieux joué sur ce match-là sur un instant donné. Puis quand on regarde même eux, techniquement, physiquement, on va dire que c'est quasiment les mêmes. Ils savent faire des choses, ils savent chacun faire des choses, c'est juste tactiquement. Voilà, moi je prends l'exemple de Momota quand il joue contre des Axelsen. Momota c'est un joueur tactiquement qui est beaucoup sur l'aspect défensif, contreur un petit peu. Et quand on regarde, il est hyper calme quand il va derrière, il s'excite pas, il tape pas dans tous les sens. Et Axelsen, c'est plus un joueur très offensif dû à sa taille aussi. Et du coup, lui, il est beaucoup plus attaquant. Mais tu vois, moi, si je dois répondre à cette question, je dirais ça dépend de l'âge. Quand t'es petit, allez, on va dire entre poussin, minime, je trouve le côté technique, physique est hyper important. On a tous ce cas en tête où t'as un mec, on prend du simple homme, toi ton joueur il est bon techniquement, mentalement et tout, mais c'est juste que physiquement il a pas de gouache, tu vois. Et t'as le mec qui est juste, il a 2 têtes de plus, il est un peu plus costaud et tout, il envoie que des pralines, et en fait en Benjamin Minine ça suffit parce que les mecs ils renvoient rien, l'autre il a juste à descendre les volants, il envoie des grosses bûches. C'est ce qu'on voit quand on regarde les jeunes des 7 R6 là, qui font des tournois maintenant, c'est ce qui se passe. C'est un rapport de force où ils le perdent et du coup ils perdent les matchs, alors que techniquement ils sont bien meilleurs que les autres. C'est ça. Mais c'est pour ça dépend en fait de l'âge. Après ça se voit moins quand ils passent minime, cadet, junior. Forcément après le technique ça prend beaucoup plus le pas. Je dirais vraiment ça change. Ouais, c'est vraiment quand les jeunes ils rentrent vraiment dans la compétition adulte, les 2-3 premières années elles sont toujours très compliquées. Mais c'est important pour eux parce que moi c'est ce qui s'est passé. Moi j'ai tout de suite été mis des minimes dans les compétitions adultes où je faisais quasiment que ça. Et en 2 années, je suis passé de perdre contre du D8 adulte alors que j'étais R6 à battre des R6, R5 adultes. Non, ça change beaucoup. Et du coup, tout à l'heure on n'avait pas répondu, on va faire une petite dernière question, après on passera sur la partie arbitrage. Mais du coup, quel est le palier pour vous pour passer N? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer N? Moi, si vous voulez, je commence. Je parle dans la généralité, je parle pas si on a commencé à 5 ans et tout, parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, si on commence à 5 ans, qu'on a toujours eu des bons entraîneurs et un bon club et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je parle de l'environnement en général. En gros, pour moi, ça part de l'environnement. Si tu as des bons entraîneurs, du sparring, tu vois, ton club il est équilibré, t'as des groupes qui sont bien faits, t'as du niveau et un environnement qui te permet de progresser, c'est-à-dire que tes adultes dans ton club, t'as des haines, t'as tout ça. On va dire que c'est beaucoup plus facile
pour passer N que si ton club, et toi tu es un contre-exemple parce que Kylian il est à Mormant et dans son club, il y a pas, c'est le seul joueur N en fait. C'est le seul joueur N et pourtant il a réussi en s'entraînant qu'avec des joueurs moins forts, enfin je parle aujourd'hui, avant c'était forcément ils étaient plus forts, mais quand tu as fait ta progression, là aujourd'hui tu as des joueurs qui sont moins forts, tu as réussi avec un environnement qui n'était pas forcément le meilleur par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, a réussi à passer N. Et pour moi, si tu as un bel environnement, tu as des bons entraîneurs et aussi il va falloir une part de motivation, parce que si tu peux pas vouloir être N mais tu fais rien. C'est-à-dire que on part du principe que pour être N, c'est quand même un objectif qui est assez grand. Il faut que tu mettes tes actions qui sont au niveau de tes objectifs. Si tu te dis ok je vais passer N mais derrière tu fais rien, tu t'entraînes pas, tu regardes pas de bad, tu as des entraîneurs, tu sais pas ce qu'ils valent. En fait, tu peux pas marcher, ça peut pas marcher en fait, c'est pas possible. Et t'en as plein, ça fait 15, 20 ans qu'ils font du bad, et ils sont toujours P. Mais ils ont jamais progressé parce qu'en fait, ils changent rien, ils sont toujours dans cette routine, ils sont toujours avec les mêmes entraîneurs, ils pensent que l'entraîneur dit la vérité alors qu'au final, le mec il a pas formé grand monde. Il a un environnement qui lui permet pas de progresser avec des joueurs qui sont que P. Les gens, pareil, ils écoutent des conseils, mais c'est des conseils de mecs qui n'ont pas réussi à être N. Donc au final, ils se remettent pas forcément en question pour passer N. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un ensemble. Après, je pense qu'on peut continuer là-dessus, mais c'est vraiment un ensemble de méthodes et un ensemble de choses qui vont faire que tu vas passer N. C'est pas un seul truc en fait. Ouais. Mais ouais, c'est ça, un petit peu. De toute façon, quand tu veux passer N, il faut un environnement qui est adapté à tes objectifs, même quand tu veux passer R ou D. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des exemples de mecs P. Après, il y a des mecs P qui sont, ça fait très longtemps qu'ils font du bad et voilà, ils sont toujours restés P parce qu'après, il y a la motivation, il y a. Moi, je sais que pour passer. Ouais, ils sont P, ils n'ont pas voulu aller au-dessus, mais t'en as plein, ils veulent juste jouer pour le kiff. Ils sont pas, c'est pour ça, ils sont P, ça fait 15 ans qu'ils sont P, mais ils s'en foutent. Ah oui, bien sûr. Juste, Après, de toute façon, l'important c'est vraiment de se plaire dans le sport. Mais voilà, ceux qui me disent j'ai envie de progresser, mais ça fait 15 ans qu'ils sont P et qui continuent du jeu libre et en jouant avec des mecs de ce niveau, c'est sûr c'est compliqué. Il faut vraiment y aller étape par étape aussi. On peut pas aller être P, avoir son niveau et aller s'entraîner avec du R, N tout de suite parce que le niveau il va être trop rapide, on va rien apprendre en fait. Donc le but c'est d'y aller étape par étape, peut-être commencer par aller jouer avec du D8, D7 pour voir que ça va un tout petit peu plus vite, ce qui va pas, ce qui va dans notre jeu. Je sais que j'ai changé ma méthode d'entraînement où j'ai été, il y a quelques années, après Covid, j'ai été dans une double structure et avec un entraîneur qui a été numéro 1 français, etc. Donc là, je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Mais tu vois, ça demande un investissement parce que toi, tu habitais à Mormant. Ah ouais, tu faisais 30, 40, 45 minutes de route pour aller t'entraîner. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut une motivation et c'est un gros investissement quand même. C'est ça. Surtout quand tu es jeune, c'est un investissement de la part du joueur, mais aussi des parents. Parce que les parents, faut qu'il y ait du budget, mine de rien, parce que ça coûte cher. Parce que les tournois, les volants pour l'entraînement, si tu fais des séances individuelles avec des entraîneurs, si tu vas dans les tournois à 100, 200, 300 km, c'est vraiment de l'investissement, surtout quand tu es jeune. Après, quand tu as le permis, tu commences à être autonome, ok, mais ça reste un investissement, mais soi-même, tu as moins l'investissement des parents. Mais quand tu es jeune, ça coûte cher. Et puis on sait très bien que si tu as un objectif de passer N alors que tu es déjà adulte, c'est beaucoup plus compliqué que si tu avais cet objectif alors que tu as commencé le bad à 10 ans, quoi. Ouais, et puis il faut de l'organisation. Ouais, il faut de l'organisation parce que même quand tu es jeune, que tu es au collège, lycée, que tu as des examens en fin d'année, etc. C'est pour les personnes qui sont en structure type Krebs, etc. C'est plus facile parce qu'ils ont un emploi du temps aménagé pour allier sport et études. Mais c'est vrai que les gens qui sont hors structure, comme je l'ai été très longtemps, il faut avoir ce minimum d'organisation pour pouvoir allier tout ça. Et du coup, moi, oui, je suis d'accord par rapport à ce que vous avez dit, mais en fait, ça rejoint le fait
je pense que quand on se donne un objectif, c'est de mettre les moyens pour arriver à ça. Ça, c'est vraiment... Pour mettre les moyens, après, ça demande une certaine rigueur, une organisation, et normalement, ça fonctionne quand... Ça, c'est la base. De toute façon, moi, je l'explique tout dans ma formation en ligne. Mais j'en parle de ça. Dans la formation en ligne, je mets vraiment... Tu as un objectif qui est élevé, objectif de passer N. Après, si tu as un objectif qui est bas, tu n'as pas besoin d'avoir des actions qui sont là. Ton objectif est bas, tu peux mettre des actions là. Mais si tu as un objectif qui est là, il faut que tu mettes tes actions ici. Il faut que tu ailles t'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine en fonction de ton objectif. Il faut que tu ailles en tournoi le plus souvent possible parce que c'est un moyen d'apprentissage. La double licence, enfin, tu as plein de trucs que j'explique dans la formation. Mais de toute façon, c'est hyper important. De toute façon, c'est ce que je dis à mes autres joueurs de mon club, c'est vraiment de se fixer un objectif, c'est hyper important. Après, il faut mettre les moyens, bien sûr, mais l'important, le début d'une progression, c'est surtout de se mettre des objectifs. Je pense que c'est important. C'est important. Et puis atteignable, du coup. Atteignable, c'est ça. À court terme, moi, je sais que quand je me place des objectifs, c'est vraiment, j'en ai un sur la saison. Et j'en ai un aussi sur 2-3 ans des objectifs. Plus longtemps. Voilà, cette année, je m'étais fixé l'objectif d'être N2 au moins en simple et puis être N dans les 3 tableaux, puisque j'ai commencé la saison N3, R4. Et là, je suis N2, N3, N3. Et je commence à valider petit à petit mon N2 jusqu'à la fin de la saison en simple. Hein. Et puis en double, je suis quasiment N2, donc ça c'était un truc que je ne visais pas forcément. Ouais, voilà. Non, c'est bien. Bon, je pense qu'il y a aussi ce que tu m'as apporté pour revenir à la question précédente, c'est aussi le fait des indices que tu me fais en termes de régularité de frappe, de répète de coups, c'est hyper important aussi si vous voulez passer le cap et régler les petits détails, c'est hyper important. Ok, du coup, deuxième partie donc sur l'arbitrage. Donc Antoine, toi, en tant qu'arbitre international, s'il vous plaît, messieurs. Arbitre international, c'est pas l'arbitre du dimanche. Du coup, présente-toi un petit peu. Enfin, quand je dis arbitre du dimanche, c'est pas péjoratif, hein, finalement. C'est juste que. Du dimanche sur les interclubs régionaux. Nationaux, essentiels aussi. Ouais, du coup, présente-toi un petit peu comment t'en es arrivé là. Alors, du coup, moi j'ai commencé l'arbitrage en 2013, ça fait 11 ans. 11 ans, ouais. Voilà. Un peu tard, parce que du coup. J'étais adulte, passé les 20, 21, 10 ans. Oui, parce que il ne les fait pas, mais il a plus que son âge. Ouais. Mettez dans les commentaires, à votre avis, il a quel âge. Ouais. Et du coup, j'ai commencé assez tard l'arbitrage parce que j'ai privilégié notamment mes études. Pareil, sur le plan joueur, j'avais mes études d'ingénieur. Du coup, j'ai commencé l'arbitrage en 2013. J'ai passé ma première formation initiale. Okay. Où les appellations des grades à l'époque c'était un peu différent que maintenant. Okay. Départemental, régional, national. Bon, aujourd'hui ça. Et maintenant il y a 5 grades, 5 niveaux en France. Il y a un niveau ligue, du coup ligue accréditée et certifiée. Ensuite il y a 2 niveaux fédéraux, du coup fédéral accrédité et certifié. Et puis il y a un grade international. Ah oui, donc ça Du coup, il y a 5 grades. Ok. Du coup, j'ai passé à peu près un grade tous les 2 ans. Et là, du coup, t'officies sur quoi? Et là, alors en suivant chaque grade, en fait, on peut accéder à certaines compétitions en fonction des niveaux des compétitions. Et en tant qu'arbitre international, du coup, ça permet d'aller en dehors de France, faire des compétitions à l'international. Mais sinon, le grade juste avant, le 4e niveau, c'est le fédéral certifié. Et là, on peut déjà faire toutes les compétitions en France, de niveau français, et quelques tournois internationaux jeunes, notamment les U15, U17, U19. Et t'as fait quoi comme compétition en international, du coup? En international, récemment, là? Ouais, attends. Je suis allé en Suède. Non, j'allais en Suède en janvier, là. Voilà. Et après, cette saison, je suis parti que en Suède cette année. Sinon, l'année dernière, je suis parti en Belgique et puis en Allemagne. Et puis sinon, j'ai fait des compétitions en France, notamment à Nantes. C'était contre qui?
Maillot-Villégier. Ouais, À Rennes. Ouais, c'est ça. Oui, ça c'est les championnats de France. Ouais, t'avais fait Du coup, en effet, avec les grades fédéraux, on peut faire des championnats de France. Du coup, il y a des championnats de France vétérans, jeunes, para-badminton et élite senior. Ouais, et puis il y a la finale de top 12. Et du coup, fédéral certifié, on a accès au championnat de France élite et à la finale de top 12. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on me demande dans la formation pour passer à international en fait? C'est quoi les... Pour passer international, voilà, pour passer de fédéral à certifié à international, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'ils te demandent dans la formation de plus pour y accéder? bah déjà connaître les règlements internationaux, du coup, qui peuvent être un tout petit peu différents. Pas sur les règles, quoique à l'international il y a la règle des 1m15, pas forcément sur toutes les compétitions en France. Maintenant c'est le cas sur le championnat de France élite et puis la finale de 12, il y a les ça veut dire mesures, que... mais avant il n'y avait pas. Ça c'est intéressant parce que du coup à l'international la règle du service c'est 1m15. Oui. Et en France, comme on n'a pas le matériel, hein, c'est ça? Du coup c'est quoi la règle? C'est la deuxième côte flottante. C'est la règle alternative maintenant qui correspond à l'ancienne règle. L'ancienne règle du coup qui était que le volant, la totalité du volant doit être en dessous de la dernière côte flottante, la taille, la dernière côte flottante du serveur au moment de l'impact. Et la tête de la raquette et la tige doivent être orientées vers le bas au moment de l'impact. Il y a quoi? Ça veut dire en dessous de la main, en dessous du grip? Non, c'est vraiment l'orientation de la tige et de la raquette, de la tête de la raquette doit être orientée vers le bas. C'est-à-dire pas à l'horizontale, mais inclinée vers le bas. Peu importe la hauteur de la main. Parce que la main, elle peut être là, la tête de la raquette peut dépasser la main. C'est tant que c'est orienté vers le bas, c'est au moment de l'impact. Du coup, il y avait ces deux points à respecter au moment de l'impact sur cette règle alternative. Et maintenant, c'est tout le volant doit être en dessous d'1m15 au moment de l'impact. Mais du coup, les joueurs ils sont pas un peu perturbés quand ils passent par exemple d'un circuit élite au championnat de France senior. Du coup, la règle elle est différente entre guillemets. Oui, pour ceux qui ne sont pas habitués à 1m15, ça peut changer. Après, à ce niveau-là, souvent il y a des joueurs qui vont déjà à l'international et du coup qui s'entraînent aussi à la règle d'1m15. Et puis souvent ce qu'on voit c'est que en effet en interclub national 1 et top 12 où c'est la règle alternative, à part la finale top 12, les joueurs ils ont tendance en effet à avoir la tête de la raquette vers le haut parce qu'à l'international ça passe. C'est intéressant, j'ai plein de questions sur l'arbitrage. Du coup, pour passer à l'international, il y a bien connaître les règles, notamment les règles appliquées à l'international. Du coup, il y a les règles vraiment du jeu, et puis il y a les règles sur les tenues qui changent pas mal, parce qu'on n'a pas le même règlement sur les tenues en France et international. Après, il y a la maîtrise de l'anglais également. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et puis, sur tous les autres aspects, c'est vraiment bien maîtriser, contrôler le jeu et puis savoir gérer un match pour que tout soit bien. Et dans la formation de fédéral certifié, il y a déjà le contrôle de l'anglais pour justement les compétitions internationales jeunes La formation? Ouais, dans la formation de fédéral certifié, est-ce qu'il y a vraiment la connaissance de l'anglais vraiment approfondie? En fait, à partir du grade fédéral accrédité, du coup, pour fédéral accrédité, fédéral certifié international, les formations sont juste sur une demi-journée avant la compétition. Du coup, c'est pas comme les deux précédents grades où il y a un week-end vraiment de formation et ensuite il y a un week-end d'examen qu'on passe. On a 2 ans pour les passer. Ça va nous permettre en fait d'avoir le niveau pour passer un grade. Après, c'est entre chaque grade l'expérience et la formation continue. C'est bien, hein, franchement. Et là, tu vas au JO, là, en tant que juge de ligne, c'est ça? En tant que juge de ligne, parce que je suis juge de ligne par ailleurs. T'aurais kiffé, là, être arbitre au JO, là. Ou alors, est-ce que tu préfères, pour une première expérience, je te fais un petit dilemme. Là, du coup, premier JO que tu fais. Oui. Est-ce que tu préfères juge de ligne parce que c'est une première expérience ou arbitrage, même si t'as pas une grande expérience du coup en tant qu'arbitre international,
T'aurais quand même préféré être arbitre international, où tu te dis, ok, pour une première expérience, je préfère quand même rester sur le juge de ligne, qui est peut-être plus facile, ou peut-être pas, j'en sais pas. C'est différent. Moins de responsabilité peut-être. Moins de responsabilité, mais moi je trouve que c'est plus fatigant parce que t'enchaînes beaucoup plus les matchs et puis t'as une tâche beaucoup plus monotone. Du coup, tu peux avoir tendance à être beaucoup plus fatigué et puis même physiquement, tu bouges pas beaucoup, etc. Du coup, moi ça me fatigue plus. Ok. Et du coup, t'aurais pas Mais du coup, entre les DM, pas bien compris. C'est soit arbitre, soit arbitre, soit juge de ligne. Ouais, pour les premiers. Bah, de toute façon, là, j'ai pas le choix parce que j'ai pas le niveau suffisant si t'avais le choix. Au JO. Si j'avais le choix, forcément, être arbitre parce que je suis juge de ligne parce que ça m'apporte sur l'arbitrage, parce que ça permet d'observer beaucoup d'autres arbitres expérimentés et puis de prendre l'expérience, voir du haut niveau. Là où je me fais le plus plaisir, c'est vraiment sur l'arbitrage. Bon, après, même, c'est stylé, t'es au bord du terrain, c'est les JO à Paris, ça va être trop bien, quoi. Franchement, pour l'expérience, ça va être trop bien. Parce que c'est cher, hein. C'est cher les places, hein. Et du coup, là, tu vas être au bord du terrain, ça va être nickel. Bon, après, je dis ça, faut la juger, la ligne, hein. C'est quoi? C'est tac, tac. Non, c'est une main droite, oui. C'est au tennis ou ils font deux mains, je crois? Oui. Ouais. Là, c'est une main, tac, tac, et tac. Ça, quand tu vois pas. Oui, alors pas sur les yeux. C'est où alors? C'est là comme ça, pour je crois qu'il faut pouvoir regarder l'arbitre en même temps. Ah ok, bah oui, si tu le vois pas. Ok. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que tu nous... Moi j'ai deux questions. Oh vas-y. Si je peux finir là-dessus. La première elle est un peu bête, c'est... Pas de question. Il n'y a pas de question. Quel joueur tu as arbitré qui est le meilleur niveau, qui t'a le plus impressionné, etc. J'ai cru qu'il allait dire quel est le plus chiant, ce qui t'a vraiment saoulé là. Après, il y a cette question-là qu'on peut poser aussi. Oh, on va pas citer de nom. Mais on va pas citer de nom là-dessus. Donc, que les meilleurs. Surtout le meilleur auquel, peut-être pas celui qui t'a impressionné forcément ou le meilleur classement, peut-être celui aussi où son attitude sur le terrain était plutôt appréciable en tant qu'arbitre. Et en même temps, avec ou pas. tout ce que tu as arbitré dans ta carrière. En termes de niveau, c'est des joueurs, je pense, asiatiques. Alors, j'ai pas de nom comme ça précis, mais quand je vois des joueurs indonésiens, en effet, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont une fluidité dans leurs gestes techniques et puis même sur leurs déplacements, leur physique. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est leur connaissance des règles. Ils connaissent bien les règles, ils savent jouer avec. Du coup, ils savent demander quand s'essuyer, casser le jeu au bon moment, demander le volant, de changer de volant, etc. au bon moment et sans contrevenir aux indications de l'arbitre. Du coup, si l'arbitre dit non, bah, ils respectent, ils sont très respectueux et ils vont demander quelque chose d'autre et ça va être toujours dans la finesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop ouais, non, mais ça c'est intéressant, tu vois, ça je pourrais à la limite l'utiliser un petit peu dans l'aspect tactique en fait. Parce que tu peux utiliser un petit peu, dans ce que tu me dis, un petit peu l'arbitrage dans l'aspect tactique et physique du coup. Quand est-ce que tu peux prendre ta pause, une petite pause boisson au bon moment, bien placée, quand est-ce que tu peux changer le volant? Alors on demande à l'arbitre, ouais, bien sûr. Mais en effet, l'arbitre il fait partie du match et il est là pour que tout se passe bien. Du coup, il ne faut pas hésiter en effet à demander, quand on a une demande à l'arbitre, de passer par l'arbitre. Bon, après, je pense que la plupart des joueurs qui nous regardent, c'est de l'auto-arbitrage. On se fait quand même arbitrer rarement dans les matchs DEP, même jusqu'à N. Mais en auto-arbitrage, du coup, ça peut être la guerre. Alors, si tu connais un petit peu le règlement, non? Comment ça se passe, du coup, si c'est de l'auto-arbitrage? Toutes ces pauses boissons. L'auto-arbitrage, c'est du coup, il y a deux arbitres, ou quatre, ce sont les joueurs qui arbitrent, et du coup, il faut que les joueurs se mettent d'accord. Et comment ça se passe si t'es pas d'accord? Genre, moi, je suis mort, parce que mon physique, tu me connais, je suis mort, besoin d'aller boire, et mon adversaire, il veut pas que j'aille boire. Comment ça se passe? Normalement, le jeu doit être continu, du coup, on doit continuer. Mais au pire, vas-y, je te fais un truc, vraiment scénario, je suis le plus chiant des hommes. C'est-à-dire que vas-y, j'ai soif. Il me dit non, tu vas pas boire. Tu me connais, je vais aller boire. Pam, je vais boire. Il appelle l'arbitre. Mais moi je m'en fous, j'ai le juge arbitre. Ouais, le juge arbitre, autant pour moi. Le juge arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Le
juge arbitre peut te mettre un avertissement pour retard de jeu. Carton? Peut te mettre, oui. Il peut te prévenir une première fois et puis s'il voit vraiment que tu fais du retard de jeu, il peut te sanctionner. Mais ça peut être stratégique, tu vois. Du coup, parce que vu que je suis mort, je vais aller boire. Mais le temps qu'il appelle l'arbitre, moi j'ai eu le temps de récupérer. Ouais, putain, c'est moi le juge arbitre. Moi j'aurais eu le temps de récupérer encore 2-3 fois plus. Oui, donc mais en fait c'est bénéfique. Prendre peut-être un avertissement pour mauvaise conduite. Faut calculer le truc, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est que à haut niveau, quand on veut atteindre la performance et vraiment faire du badminton de haut niveau, ben, il y a tous les aspects qui rentrent en jeu. Du coup, il y a l'aspect sportif vraiment, physique, tactique, technique, mental, mais il y a aussi dans l'aspect mental aussi savoir jouer avec les règles, avec tous les acteurs du jeu et du coup bien maîtriser les règles. Et on essaye notamment à haut niveau avec les joueurs, on voit de plus en plus, c'est d'essayer de leur faire apprendre vraiment à maîtriser les règles pour pouvoir déjà pas faire de fautes. Et quand il y a des situations qui se passent, savoir comment prendre en compte tous les éléments pour gagner les points. Et ça, tu me dis, du coup, les Indonésiens, ils marquaient. Enfin, ils connaissent bien. Les Danois connaissent bien les règles également, mais ils ont un caractère plus sanguin, plus sanguin, alors que les Asiatiques, souvent, c'est beaucoup plus calme dans la finesse, et puis non, je vois ce que tu veux ils sont plus malins. J'ai été voir le top 12 à Saint-Maur et un joueur qui m'avait impressionné dans sa façon de gérer le match et d'être sur le terrain, Thomas Junior Popov. J'avais bien aimé. Il y a surtout une action que j'avais retenue, c'est-à-dire qu'il jouait son simple homme, le volant était limite, l'arbitre annonce out et Tommy, comme il était sur le volant, il a rendu le volant par fair play. Et ça j'ai bien apprécié et puis même il n'avait pas un mot plus haut que l'autre, il était très calme. Ouais, c'est intéressant, c'est bien, c'est la base. Les attitudes. Ça c'est bien, surtout que c'est de plus en plus rare. On l'a vu de temps en temps, Axel Sen l'a fait, mais d'autres fois il ne le faisait pas quand il sentait qu'il était fébrile sur le match et que c'était vraiment serré. Il ne se permettait pas par exemple de rendre le point. Moi ce que je vous propose, c'est que tu as des petites situations que tu vas nous montrer. On va devoir juger avec Kylian, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Tu nous montres ça? Oui. Allez, vas-y, c'est parti. Après, sachant que lui, il a un petit avantage parce qu'il a fait quelques petites formations d'arbitrage. J'ai un grade. J'ai un grade. Je suis accrédité, c'est ça? Accrédité. Je suis arbitre Ligue accrédité. Voilà, donc c'est sûr, il va me gagner. Alors, tac, tac, tac. Oh, bah là, il a défoncé le filet. C'est ça la faute? On va peut-être revoir. Il y a grave faute, non? Attends. On va peut-être revoir là-bas. Tac, tac. What? Pour moi, il y a point pour Axel Sen. Moi, j'ai un élément de réponse, je pense. J'ai eu le temps Attends, pousse. de réagir. Pour moi, il a explosé le filet. Vas-y, d'accord, pause. Pour moi, il a explosé le filet. Je pars du principe que le volant n'a pas touché le sol. Et donc, point pour Axel Sen. Moi, il y a un élément qui me fait dire qu'en fait, il y avait point pour Naraoka. En fait. C'est l'impact du volant par rapport au filet. Il touche d'abord le filet et on voit très bien que le volant ne passe pas. En fait, il a un impact vers le filet. Ok. Et en gros, si par exemple, on fait un amorti, le volant, il vient pas toucher le filet, mais en fait qu'avant, on sait qu'il touche pas le filet. On l'a vu après, mais qu'en fait, à ce moment-là, tu touches le filet malencontreusement. Là, il y a trop de faute parce qu'en fait, il a pas touché il a rien touché. Alors que là, il a touché le filet et qu'on voit bien. Si on va débattre, tu te défonces. Alors qu'on voit bien que en fait, quand il touche le filet, son volant touche le filet, ne passe pas. Mais là, même si Naraoka vient toucher le filet derrière. Le volant a touché le truc. Il a touché la bande du filet en fait. Si tu regardes bien, Naraoka tape après. Et du coup, c'est quoi la réponse? En fait, alors déjà, c'est pas parce que Naraoka a gagné le point que. Que ça veut dire que c'est. Voilà. Du coup, en fait, il faut se baser vraiment sur les règles. Et en effet, il y a une règle qui dit clairement à partir de quand le volant n'est plus en jeu.
C'est-à-dire qu'à partir de quand tout ce qui se passe, ben, ça ne sera pas faute parce que le volant n'est plus en jeu. Et du coup, il y a le fait que le volant touche la surface du terrain. À partir du moment où le volant touche la surface du terrain, le volant n'est plus en jeu. À partir du moment où il y a une faute ou un let qui s'est produit. Et le troisième cas, c'est quand le volant touche le filet et commence à retomber vers la surface du terrain du joueur qui a frappé. Ah oui, donc c'est vrai, donc on est dans ce cas-là. Du coup, on est dans ce cas-là. Et donc l'arbitre a pris la bonne décision. Et lui qui l'a donné le point. Là, c'est bien le point pour Naraoka. Mais du coup, en effet, si le volant, par exemple, un joueur fait un lob, le volant prend le filet et monte en l'air, là, le volant, il est encore en jeu. Parce qu'il n'a pas commencé à tomber. Du coup, c'est pas que dès que le volant touche le filet que le volant n'est plus en jeu. C'est à partir du moment où il touche le filet et commence à tomber vers le sol. C'est-à-dire toute la phase ascendante, le volant est encore en jeu et l'adversaire peut encore faire une faute. Et là, dans ce cas de Naraoka, là, il touche le filet après que le volant ait commencé à retomber vers la surface du terrain de Axelsen. Du coup, le volant n'est plus en jeu. Du coup, il n'y a pas de faute de Naraoka. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un 0. Vas-y, deuxième situation si tu veux. Deuxième situation. Troisième situation. Tac. Ok. Toujours un truc au filet. On a vraiment besoin du ralenti. Il lui a regardé la tronche et il a dit tiens. Pardon, fais genre tu t'excuses. Hop. J'ai pas compris là. Alors on la remet. J'ai pas compris. Bah franchement. J'hésite entre deux situations parce que je vois pas très bien à l'image, mais ma première idée serait faute d'Axelsen sur le fait que, alors j'ai pas l'image complète si en fait NG vient toucher la raquette d'Axelsen et en fait si à ce moment-là NG touche la raquette d'Axelsen, c'est faute d'Axelsen puisque en fait on a priorité aux attaquants sur cette situation-là et donc si Axelsen touche la raquette de NG, il obstrue l'attaque, donc il obstrue le geste et l'attaque de NG. Moi je dirais point pour NG aussi parce que déjà il fout sa raquette devant là, il est dans son camp, dans le camp de NG. Et en plus j'ai l'impression que NG il touche la raquette d'Axelsen. En fait moi c'est surtout, alors l'impact au niveau de la raquette, je pense qu'Axelsen à ce moment-là, il n'est pas forcément hyper chez lui. C'est surtout l'impact raquette contre raquette, ce qui fait que je pense aussi. En fait, il obstrue le geste d'Axelsen, donc Axelsen obstrue le geste de NG. Et pour moi, c'est pas pour NG. Soit il a touché la raquette, ou soit Axelsen il a foutu sa raquette dans son camp. Moi, je dirais point pour NG, mais on revient au même truc. De toute façon, c'est faute de Axelsen. On est d'accord. Les points de NG. Voilà. Là, le volant, en plus, il reste du côté de NJ. Ça on a bien. Il passe pas le terrain. NJ, en fait, frappe le volant avec sa raquette et le met dans le filet. D'accord. Ok. C'est parce que vous avez. Si. Je sais pas. Mais en fait, là, vous voyez Axelsen toucher le volant? À ce moment-là. Non, mais pour moi, NG il touche la raquette d'Axelsen ou alors, je sais pas si ça existe cette règle, mais il y a gêne, frère. Il y a gêne. Il a mis sa raquette là, l'autre il est dans son camp. Reste dans ton camp. C'est vrai que sur ce point-là. Qu'est-ce que tu viens jouer chez moi? Quand on vient faire faute, normalement à ce moment-là, c'est qu'en fait. C'est qu'on a touché la raquette, etc. Reste dans ton camp, frère. C'est vrai que là, en fait, au moment de l'impact, Axelsen ne touche pas la raquette d'NG, il la touche après. Regarde-moi ça. Mais pour moi. Toujours dans les problèmes, lui. En fait, en effet, ici, on pourrait avoir sur obstruction, parce que Axelsen se met assez proche, et puis même on voit au ralenti qu'il envahit le demi-terrain adverse par-dessus le filet, sans toucher le volant d'abord de son côté. Du coup, il y a potentiellement obstruction, et puis il y a potentiellement aussi invasion.
Vas-y. Il envahit voilà, Ouais. le demi-terrain adverse par-dessus le filet avec sa raquette. Et ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est pareil que tout à l'heure, est-ce que le volant est encore en jeu? Parce que le volant, il touche le filet, et après, Donc là, le volant était encore en jeu. alors, il faut bien regarder, mais en effet, oui. Ouais. En fait, quand Axelsen envahit le demi-terrain adverse par-dessus le filet avec sa raquette, le volant, il vient de toucher le filet seulement. Il n'a pas commencé à redescendre. Ouais. Du coup, il est encore en jeu, et du coup, il y a faute d'Axelsen. Soit invasion, et on pourrait même dire obstruction peut-être, parce qu'il est vraiment proche et les raquettes... Et toi, à vitesse réelle, même à vitesse réelle, tu donnerais faute d'Axelsen à ce moment-là? Eh bien, c'est ça toute la difficulté. Mmh. Comme pour la situation d'avant, c'est sur le moment, on a à peine une ou deux secondes pour prendre sa décision en tant qu'arbitre, et les joueurs attendent qu'on prenne une décision. Surtout que tu n'es pas comme au foot, là, t'as pas la barre. Là. C'est ça. Au filet, il n'y a pas d'arbitrage vidéo pour l'instant. Du coup, c'est ces éléments-là qu'il faut bien maîtriser. Du coup, c'est les règles sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir juger les situations. Et en une ou deux secondes, on doit pouvoir prendre une décision. Il y aurait déjà eu bagarre au niveau de terrain. Bah ouais, en auto-arbitrage, c'est pour ça que c'est important de montrer aussi ce genre de vidéo, parce que ça peut régler Ah bah là, on attend. quelques problèmes. Débrouillez-vous, les gars. Et puis, pour les joueurs, en fait, c'est bien aussi de montrer ces situations parce qu'il faut qu'on se rende compte, en fait, en tant que joueur, que des fois, il y a des situations très difficiles à juger et l'arbitre ne peut pas avoir les yeux comme la caméra avec un ralenti. On le voit bien, on a mis le ralenti 4 fois avant de donner une décision, alors que Et l'arbitre en sont plus, vraiment à vitesse réelle, il n'a pas de ralenti, lui c'est vraiment à vitesse réelle qu'il doit donner une... Avec, si on le voit bien, les joueurs ils sont même vraiment au niveau du terrain, ils sont vraiment devant lui quoi. Donc, Et là, à vitesse réelle, Axelsen a eu le point. Ouais, tac, ok, fin, reverse, tac, ça va être au filet encore, tu vois. Non. Ouais. Oh la vache, c'est dehors ça. Et c'est ça la situation? Oui. Là, c'est un point de 7, il me semble. Ah, ok, j'ai compris où est la faute. D'accord. Tu l'as lu ou pas? Bah, je peux estimer la raquette, mais. C'est là à la fin. C'est à la fin qu'il faut regarder. 27 Regarde, pour hop. Guillotine. Et quoi, ça c'est faux? Et ben regarde ce qu'il fait. Bah ouais, mais. Regarde à la fin. Le petit jet de raquette, hop. Il va chez lui. Ouais, c'est interdit. En fait, le moment. Moi, je lui donnerais faute. Parce qu'en fait, le volant, si on revient aux mêmes choses, des règles qui font qu'il y a faute ou pas, ou arrêt de jeu, en fait, là, le volant, il n'est même pas tombé encore par terre. Qui vient mettre sa raquette, donc c'est comme si que le volant était encore en jeu et qu'il mettait sa raquette pour venir le contrer. Imaginez une situation. Et donc là pour moi, il y a faute de l'Indonésien. Après, parce que le volant, même s'il va en direction de out, c'est que il est prêt, l'Indonésien, à ne pas le jouer. Pour moi, il y a faute de l'Indonésien parce qu'il vient mettre sa raquette, alors que le point n'est pas terminé. Il y a faute que quand le volant est en jeu et il y a une faute qui se produit. Et là, en effet, il faut se poser la question, est-ce que le volant est en jeu encore? Le volant est en jeu. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a une faute qui se produit? Ah oui. Il vient de dépasser la raquette. Et faute. Là, c'est faute de l'unité. Ouais, vas-y, Tant que le volant en jeu, en fin de compte, un let, une faute peut se produire. Ok, vas-y, j'ai des situations pour ça. Ça m'est arrivé. Je vais prendre une situation qui m'est arrivée une fois. J'ai cru qu'il y avait let. Du coup, je dis let. Et en fait, il n'y avait pas let. Je pensais qu'il y avait un volant sur... En fait, non, c'est ça. Il y avait... Tu vois, les terrains, ils sont alignés comme ça. Et le joueur d'à côté, du terrain à côté, fait let. Et je pensais qu'il nous parlait à nous. Du coup, moi, je dis let, j'arrête de jouer. Et en fait, c'était let sur leur terrain. Comment ça se passe? Ça tombe bien que tu poses cette question parce que justement, en fait, une des idées reçues et que les joueurs, et on voit souvent, même moi en tant que joueur, c'est que sur les compétitions où c'est en auto-arbitrage, il y a beaucoup de lettres qui se disent et qui n'ont pas lieu parce que souvent c'est les joueurs du terrain d'à côté qui annoncent let. Ouais. Et ça, c'est interdit par les règles du jeu. Let, il doit être annoncé soit par l'arbitre quand il y en a un, soit par les joueurs quand c'est en auto-arbitrage. C'est-à-dire que c'est les joueurs du terrain qui doivent
dire let. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans ce cas-là, en fin de compte, les joueurs à côté de ton terrain, ils n'auraient jamais dû dire let, ou si ils disent let, c'est forcément pour leur terrain. Parce que même de ce que tu me disais, on en parlait la dernière fois, il y a des situations où il ne faut pas dire let en fait. Même quand. Et non, let, c'est pas systématique. Let, c'est que quand il y a une situation qui perturbe le jeu et les joueurs du terrain. Et c'est les joueurs qui, en auto-arbitrage, disent let pour arrêter l'échange. Bon, ça veut dire on passe sur la partie coach. Allez, partie coach. Donc du coup, dernière partie sur le coaching. Attends, parce qu'il y a Yuki qui est en train de boire. Mais bon, ça, c'est un détail. Chacun a le droit de boire quand il veut dans cette émission. Du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Moi j'ai la vision de coach, mais vous avez. Présente-toi déjà. Moi je me présente, mais les gens me connaissent, c'est ma chaîne, frère. Oui, non, mais les différents diplômes. Ah, ok. Moi, comment j'en suis allé? Ah, on arrive. Voilà, on j'arrive même pas à parler. On arrive à entraîneur. Non, bah en gros, moi j'ai fait parcours classique. Enfin, classique, moi c'est pas classique en fait. C'est pas classique. J'ai fait licence TAPS, dans la Marne-la-Vallée pour ceux qui connaissent, tac. Licence TAPS, donc j'ai fait mes 3 ans, je l'ai eu. Certificat de qualification professionnelle en même temps. Donc là c'était parce que je voulais entraîner, mais vraiment à temps partiel, tu vois. C'était dans le but d'avoir un petit peu d'argent, d'entraîner parce que j'aimais bien ça. Et puis ça j'avais fait ça quand j'étais en L1. Et puis à la suite de ma licence, j'ai fait diplôme d'état, le DE BAD. Donc ça c'est sur 1 an. C'est vraiment une formation professionnelle sur 1 an où là j'ai vraiment fait de l'entraînement mon métier. Et là ça fait quelques années, là, ça fait 5-6 ans là, que j'entraîne vraiment à plein temps. Dont Monsieur Le Basque, Monsieur. Tu fais combien de clubs? Là je fais 3 clubs. 3 clubs. Je fais pas mal d'heures quand même, hein. Je fais 25 heures d'entraînement. Bon, l'année prochaine je fais un peu moins d'heures. Parce que c'est trop. Je trouve que c'est trop. Quand t'entraînes trop, après j'ai l'impression de moins bien faire mon travail. Et j'ai pas envie. Voilà, le but c'est que ça reste qualitatif, moins quantitatif. Donc tous les diplômes pour accéder au poste d'entraîneur de BAD, c'est donc licence. Ouais. Bah, en fait, en gros, du moment que tu as une carte professionnelle, tu peux entraîner légalement. Après, tu peux avoir ta carte professionnelle en faisant 2 années de STAPS. Tu as la carte pro. Tu peux avoir le CQP. Tu peux avoir un truc, je sais pas, genre coach sportif, je pense, j'en sais rien. BPGEPS. Mais, voilà, ouais, les BPGEPS, c'est comme ça. Mais après, les clubs, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Les clubs, ce qu'ils recherchent, c'est en priorité les diplômes d'état, mais t'en as pas 50 000 plus sur le départ. DE ou BE? Ouais, en fait, aujourd'hui c'est le DE, diplôme d'état, avant c'était brevet d'état. C'est juste que la différence, c'est DE, maintenant t'as une partie projet. Okay. Entre guillemets. Parce que, pour ceux qui veulent se lancer dans. Ah, bah ceux qui veulent aller s'entraîner, devenir entraîneur. Ouais. Bah faut passer la formation. Après, la Fédé fait en sorte que tu fasses aujourd'hui la préfo. Ça vaut ce que ça vaut, je sais pas, je l'ai pas faite, mais aujourd'hui valorise ça. Est-ce que c'est dans le but de performer un peu plus? Est-ce que c'est dans le but de gagner de l'argent? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui valorise et c'est ce qui préconise aujourd'hui. Après, je sais pas si dans toutes les régions c'est la même chose. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être entraîneur, déjà passer les diplômes d'entraîneur bénévole. Fédéraux? Ouais, les trucs fédéraux, là, les AB1, EB1, ça c'est classique. Au moins, ça vous met un premier pas dans l'entraînement. Et puis, ensuite, une fois que vous avez passé ça, vous avez vu que ça peut vous plaire, faites-le de façon professionnelle. Mais au départ, moi je pars du principe, après, toi dans l'arbitrage, je pense que c'est la même chose. Si vous pouvez faire quelque chose de façon bénévole, normalement, en tant que professionnel, ça sera un kiff. Parce que ça reste un métier passion. Si vous pouvez faire quelque chose de façon bénévole, moi c'est ce que j'ai fait en tant qu'entraîneur, j'avais passé les formations fédérales au départ, j'ai vu que ça me plaisait, et puis si vous pouvez gagner un peu d'argent, c'est le même principe, hein. Si vous pouvez gagner de l'argent avec, faites-le quoi. Dans l'arbitrage c'est la même chose, je pense que tu l'as fait avant tout parce que c'est un kiff, tu le fais de façon bénévole, si en plus tu peux avoir de l'argent, tu vois, si tu peux faire un truc bénévole, oui, tu peux faire dans l'arbitrage on n'est pas professionnel. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de professionnel, voilà, on n'est pas payé. Voilà. Tu le fais parce qu'avant tout c'est un kiff. Tu vois, c'est ce que je veux dire aux gens. Si vous pouvez le faire gratuitement,
Si vous pouvez être payé, c'est encore mieux, tu vois. C'est après ce que je conseille aux gens. Donc c'est pour ça, si vous voulez vraiment être entraîneur, faites-le d'abord de façon bénévole avant de vous engager dans des formations payantes qui sont quand même assez chères. C'est quoi? C'est 7000 balles. Oui, et puis en faire son métier. Ouais, voilà. Déjà, on peut le faire en bénévole pour voir si ça nous plaît. C'est Si ça. ça nous plaît, on fait notre métier. Bah voilà, c'est ça. C'est vraiment ça le but. Mais je pense qu'on a tous le même point de vue là-dessus. Parce que faire son métier, après, c'est différent. Après, t'en as plein qui le font, mais en métier d'appoint. La Fédé n'aime pas trop. Ils veulent que ce soit un métier à plein temps. Ils préconisent le plein temps ou alors le mi-temps. Mais aujourd'hui, les clubs, je pense pas qu'ils soient pour ça. Si on est totalement transparent, aujourd'hui, tu as très peu de clubs qui ont des entraîneurs à mi-temps ou à plein temps. Même si la Fédé veut ça et pousse à ça, aujourd'hui c'est dur parce que les clubs ils n'ont pas forcément des très gros budgets. Ils le veulent pas forcément, c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui tu as plein d'entraîneurs qui font une séance par semaine dans un club et ils font plusieurs clubs en fait. Mais bon, tu as moins cet accompagnement, tu as moins ça, voilà, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, plus tu multiplies le nombre de clubs, moins tu peux t'investir et faire vraiment accompagner vraiment les joueurs pour, sur leurs projets personnels, etc. Ça. Du coup, ça demande plus d'investissement. Oui. Mais en fait, tu as deux trucs qui s'opposent dans ça. C'est-à-dire que si tu fais un projet avec un club où tu fais plusieurs heures, tu fais vraiment 2, 3, 4 jours dans la semaine, c'est génial. Franchement, c'est nickel. Moi, je veux ça. Mais derrière, les clubs, ils proposent des salaires beaucoup moins élevés. C'est ça, hein. Parce que tu as un mi-temps ou tu as un plein temps, en Ile-de-France, allez, on va dire un plein temps, si on part chiffre, tu vas être allé à 1500 balles, tu vois. Et sachant que tu dois faire 30-35 heures. Donc ça, c'est... Voilà. Si tu fais chaque soir un club, t'as pas ce côté projet, donc c'est moins kiffant. Mais derrière, tu prends 2000 balles par mois en faisant 15-20 heures dans la semaine. Tu vois, pour les entraîneurs corrects. Après, t'en as, ils vont être à 10 balles de l'heure et ça va vraiment vivre. Parce que si tu fais un métier, c'est quand même pour en vivre. Surtout en Ile-de-France avec tous les trucs qui vont s'opposer, hein, avec le prix de la vie, enfin, plein de trucs. Bref, on va pas rentrer dans ces sujets-là. Mais entre projet et salaire. Aujourd'hui, je pense que c'est le gros problème qu'il y a dans l'entraînement. C'est que si tu veux un truc à plein temps, c'est bien. Mais derrière, tu as des salaires qui sont pas corrects, si on se parle franchement. Que tu as des bons salaires, mais derrière, tu n'as pas de projet. Donc je pense que... Enfin, je sais pas trop quoi en penser de ces trucs-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais si vous... Après, vous n'êtes pas trop dans l'entraînement, mais est-ce que vous sentez la différence entre un entraîneur qui s'investit et un entraîneur, tu sais qu'il est là juste pour prendre sa soirée, c'est son argent dans sa soirée et pas être vraiment investi, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est compliqué, hein. Moi, je suis passé par plusieurs entraîneurs, Ouais. clubs, et oui, on voit la différence. Déjà, il y a des entraîneurs aussi qui sont licenciés, qui sont joueurs et qui font partie du club. Ouais. Du coup, souvent, c'est des entraîneurs qui s'investissent plus parce qu'ils sont dans le projet du club, ils connaissent mieux les joueurs et ils accompagnent vraiment les joueurs. Et, ils ont vraiment une volonté vraiment pour le club de faire monter le niveau et puis personnellement pour chaque joueur parce qu'il connaît personnellement, ça peut être des amis. Et après, il y a des entraîneurs en effet qui font beaucoup de clubs et puis qui viennent juste animer en fin de compte le créneau, mais sans derrière forcément accompagner, bien connaître les qualités et les défauts de chaque joueur, les accompagner, même je sais pas, s'intéresser aux résultats qu'ils font sur leur tournoi, le week-end, des choses comme ça. Et en effet, moi je préfère les joueurs vraiment qui s'impliquent. Bah oui, mais tout le monde préfère ça. Et avec un accompagnement qui s'intéresse vraiment au projet du joueur. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs et d'entraîneurs, enfin surtout d'entraîneurs, ils font ce métier, mais la qualité n'est pas là. Ils font juste de la quantité et au final, on est beaucoup reproché dans les clubs. Hein. Tu as beaucoup de joueurs qui critiquent les entraîneurs. Oui, et puis après, les clubs changent régulièrement d'entraîneur quand ils ne sont pas contents. Du coup, c'est vrai que ça se fait moins maintenant. C'est vrai que le fait que la Fédé propose tous ces trucs-là, je trouve qu'aujourd'hui les entraîneurs restent plus longtemps qu'avant. Avant, les entraîneurs restaient une saison, 2 saisons. Déjà parce que t'en avais plein qui n'étaient pas très 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 bons, si on se parle franchement. Un club n'a pas intérêt à garder un entraîneur qui ne les apprécie pas. Hein. Bah oui, ils ne voient ça. pas qu'il y a des résultats et que les joueurs, surtout leurs compétiteurs,
ne sont pas satisfaits, ben, souvent les compétiteurs vont voir ailleurs si le club ne change pas d'entraîneur. Ah ouais, c'est ça. Et une chose, c'est que les joueurs, il y a des joueurs en fin de compte qui aiment bien vraiment s'entraîner et d'autres qui n'aiment pas trop s'entraîner. Du coup, le critère entraîneur, ça peut être pour certains aussi un critère vraiment important dans le choix des clubs. Et du coup, j'ai une question pour vous. Parce que ça, à chaque fois, on pose la question. On dit, ouais, c'est quoi pour toi un bon entraîneur? Du coup, avant de répondre à la question, j'ai envie de vous poser la question pour vous. Qu'est-ce qui différencie un bon entraîneur d'un entraîneur lambda? Comme Banal. Banal, oui, c'était banal. 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 Investissement déjà. Ouais, donc on en revient à ça. On revient à l'investissement. Sa façon d'entraîner en fait. Tout ce qui va être changement d'exercice, avoir vraiment un panel d'exercices sur une même situation, un même truc à régler. Après son approche aussi pédagogue, je pense que c'est important aussi d'être très pédagogue, d'être très patient avec les joueurs parce que leur progression ne va pas venir tout de suite, etc. Et voilà, après il faut avoir une bonne gestion de groupe, c'est-à-dire que quand on va faire des entraînements de groupe, il faut savoir aller un peu partout et conseiller tout le monde, quoi. Conseiller un peu tout le monde. Et pour toi, Antoine? Pour moi, ce serait un entraîneur qui sait bien analyser un joueur et le faire corriger en fait ses défauts prioritaires pour le faire progresser. C'est intéressant. Ah bah ouais. Et pour vous, si vous deviez citer un top 5 des meilleurs entraîneurs en France? Ça tous, hein. On les connaît pas tous. Et puis même quand on les connaît de nom, par rapport aux résultats des joueurs, en fait, on ne sait pas comment ils l'entraînent. Parce que, en gros, à chaque fois, cette question, pour moi, et vous me dites ce que vous en pensez, on en revient toujours à la performance. Genre là, si vous citez 5 meilleurs entraîneurs en France, vous allez me citer les plus connus, je pense. Et parce qu'on parle de performance, parce qu'on dit, ouais, lui, il a formé un tel, il a formé un tel, il a formé un tel. Et en fait, pour moi, un bon entraîneur, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, c'est aussi le mec qui sait s'adapter au public. Parce que tu as des joueurs, ils sont là pour kiffer. Tu as des joueurs, ils sont vraiment là pour de la performance. Tu as des joueurs, ils sont là pour vraiment progresser, mais tranquille. Et en fait, il faut savoir s'adapter par rapport à son public. Tu as des joueurs, ils s'en foutent de devenir les meilleurs. Il faut juste leur apporter un petit truc qui va leur servir en fait. C'est compliqué, mais moi, c'est à chaque fois du cas par cas, quoi. Si je dois donner un top 5, c'est forcément des entraîneurs que j'ai déjà côtoyés, on va dire. Parce que, comme disait Antoine, on ne connaît pas tous les entraîneurs qui existent en France. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Après, oui, j'ai des noms en tête qui sont très, très bons. Après, et qui ont fait monter des joueurs même banaux. Ouais, des joueurs confirmés maintenant et très bons, tu vois. Mais je pense que, bon, on n'a pas besoin de les citer, mais tu prends chaque club, je pense que tu as au moins 1, 2, 3 joueurs qui vont dire dans ce club-là, ok, moi, mon entraîneur, c'est le meilleur parce qu'il a réussi à m'apporter ce que je cherchais. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Après, si je dois répondre à ta question, j'ai des noms. Mais non, réponds pas. Les gens, ils vont mettre dans les commentaires. Bon, en tant qu'arbitre, je vois les conseillers qui sont sur les chaises. Et là, c'est du coaching, c'est pas pareil. Ouais, c'est du coaching, mais souvent, c'est les entraîneurs aussi. Oui. Et puis après, sur l'école de conduite, ils mettent conseiller, entraîneur. Du coup, souvent, parfois, ou à haut niveau, je pense, les entraîneurs, c'est aussi les conseillers. Ah oui, bien sûr. Du coup, on voit les différents comportements des entraîneurs. Ouais. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes que d'autres qui ont un respect plus du corps arbitral que d'autres. Qui travaillent plus sur le mental des joueurs, etc. Moi, je suis comme ça. Quand je coach, je suis très calme. Ils sont de profils différents quand même d'entraîneurs. Ils sont sanguins. Ils vont péter un plomb sur les joueurs. Ils vont faire ouais, faut que tu m'assieds. Il pète un plomb, le gosse. Je suis très calme. Après, c'est adapté peut-être à certains joueurs. Voilà, ce qui s'est passé en France. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très nerveux sur le terrain. Je suis pas quelqu'un de très calme. Quelqu'un aussi de stressé quand même, j'attends beaucoup de moi et c'est vrai que si on revient à l'exemple des France qu'on entraîne aussi,
C'était ses premiers France, il était assez stressé. Et si tu rajoutes au coaching une pression aux joueurs, tu rajoutes mec, il est impulsif, il est là, vas-y, dépêche-toi, et tac, tac, ça va à fond, même dans son dialogue, dans sa, comment on appelle ça, la dialogue corporel, la communication, comment on dit? Je sais plus. Bon bref, communication corporelle, les mecs quand ils sont à fond, en fait ça stresse énormément les joueurs. Sur une compétition qui est déjà très très stressante, nous on voulait vraiment poser en faisant des briefings au début, un coaching très calme pendant le match, et au final ça a marché. Parce que t'as jamais fait des résultats aussi bons en France. Lucas, c'était ses premiers, il a fait 8e de finale. Vous faites 2 perfs en double. Donc tu vois, je pense que ça a bien marché. Juste sur, on parlait beaucoup de confiance, tu sais, pendant ces coachings-là, beaucoup de confiance sur tactique simple et rejeter la pression sur les adversaires en fait. Parce que la pression est ouais, c'est ça en fait. Tout ce que vous disiez au coaching. On parlait pas technique. C'était pas technique, c'était même tactique, c'était très peu. C'était vraiment basé sur en face. Ce qui se passait en face niveau et puis sur soi, sur qu'est-ce qui se passe en moi, sur c'est ça. Garder la confiance sur moi, se concentrer sur une petite tactique qu'on avait mis en place, mais de toute façon le physique, on va pas en parler parce que le physique, on savait qu'on était prêt ce jour-là. Technique c'est pareil, tu savais que tu étais prêt, on avait travaillé pour ce jour-là. Donc en fait au coaching tu parles pas de technique, tu parles pas de physique, on s'en fout. Tu peux utiliser la tactique par rapport à la technique et au physique, et tu vas me parler de ça, surtout en France, tu vois. C'est vrai qu'il y a un exemple concret qui a été fait en France, c'est que je me souviens qu'à un moment on marque le point, un long rallye, il y a une petite pause de changement de volant, Lucas il va s'essuyer, etc. Moi je reste sur le terrain, et en fait je viens vous voir et je crois que c'est Megan, il me dit bombe le torse, garde ce qu'on a dit au début. Et là, je commence à bomber vraiment le torse comme ça. on lui dit, Kylian, vas-y, confiance, t'inquiète, vas-y, bombe le torse et tout. C'était des points importants, tu sais, il y avait, je crois, c'était serré, 3e set, c'était chaud. Du 2e match de qualif. Et en fait, c'était juste pour montrer que tu étais confiant et que c'était l'adversaire qui avait la pression. Toi, tu étais bien, tu sais ce que tu savais. Et en fait, juste cette pression-là que l'adversaire avait en disant ok, le mec il me regarde dans les yeux, le mec il est confiant et tout. Et sauf que ça a fait un truc hyper drôle, nous on était morts de rire sur la chaise parce qu'on a dit bon le temps et le mec il repart, il était comme un en mode bodybuilder et tout, il fait tac. Je fais mais non, mais avec mes gars, mais ça regardait, on a rigolé. Et imaginez la scène, le mec on est au France, c'est les 16e de finale. Le mec on lui dit bon le temps, il arrive comme un, ça 17 égales. Et il était très sérieux et au final il gagne. Mais je suis ah ouais, cette scène on était mort de rire. Et puis ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que dans ces moments-là, il y a beaucoup de pression. En fait, il faut savoir gérer aussi ce qui différencie un bon joueur d'un autre joueur. Si on revient aussi à la partie d'avant, la partie joueur, c'est vraiment cette gestion des money time aussi. Hyper importante. Il faut s'entraîner chaque jour à 17 égales, 18 égales, des entraînements comme ça. Ou même t'es derrière à 18-16, 3e set, il faut aller le chercher contre des adversaires de ton niveau ou légèrement plus faibles pour vraiment se rajouter du challenge et c'est toujours ça en fait, il faut ça marche à la confiance aussi. Les money time c'est à la confiance, c'est-à-dire que vous savez maintenant que en fait vous avez tous les deux le même niveau et maintenant c'est vraiment l'aspect mental et celui qui va être le plus régulier sur le terrain sur cette fin de match. Et c'est vrai qu'au France aussi, ce qui est très important dans la confiance, et moi c'est ce qui marche aussi, c'est de me libérer avec quelques cris, etc. Ça rejette un peu la pression aussi, ça fait évacuer, et puis ça montre à l'adversaire qu'on est présent. Moi, il y a beaucoup de coaching, quand je regarde aussi les coachings au foot, ils demandent beaucoup de montrer à l'adversaire avec des petits tags, des petits coups d'épaule qu'on est présent. Et c'est un peu au bad, c'est comme il n'y a pas de contact chez nous, c'est vraiment on va aller chercher l'adversaire dans les yeux, on va aller vraiment crier,
Ouais, tu montres que t'es là, quoi. Tu montres que t'es là, et c'est ce qui a fait la différence aussi sur ces France-là, et c'est ce qui fait les différences dans les Money Time aussi. Bon, ce que je vous propose là pour finir un petit peu l'émission, c'est que si on a des petites questions à droite à gauche sur le joueur, sur le coaching, sur l'arbitrage. Moi j'ai une première question. Allez, à qui? À Antoine. Antoine. Donc on a parlé un petit peu de l'arbitrage, etc. Pour toi les qualités qui font un bon arbitre, etc. Si tu devais donner quelques. On n'a pas parlé tout à l'heure. Quelques qualités. Non, on a parlé d'autres choses. Je me rappelle plus de mon émission. Déjà, bien connaître les règles du jeu. L'objectif de l'arbitre, c'est d'appliquer les règles et faire appliquer, que les joueurs en fait respectent les règles. Et du coup, en cas d'erreur, de corriger et de faire appliquer les règles. Du coup, bien connaître les règles. Et du coup, pour faire appliquer des règles, pour moi, c'est soi-même être exemplaire et du coup respecter les règles. Du coup, il y a notamment les codes de conduite. Code des conduites des joueurs, des conseillers, puis des officiers techniques, où nous aussi, en tant qu'arbitre, on a des règlements à respecter. Et du coup, ça, l'exemplarité, bien connaître les règles, et puis l'aspect humain, parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment faire en sorte que le match passe bien, et que les joueurs sont contents de leur match, même s'ils ont perdu, ils sont contents d'avoir fait un bon match. Et que d'être vus, les spectateurs ont apprécié, regardé vraiment ce spectacle. Et du coup, toute la partie présentation, la partie gestion humaine des joueurs, reprendre les joueurs quand il y a des débordements, etc. Et sur la partie aussi communication, feeling avec les joueurs, savoir communiquer de la bonne façon pour que ça soit bien compris, accepté des joueurs et que tout le monde comprenne que c'est normal, en fin de compte, c'est des règles qui doivent être respectées et tout le monde est d'accord sur les décisions qui ont été prises. Moi c'est vrai qu'on m'a toujours dit que dans n'importe quel sport, qu'un bon arbitre aussi, c'était quelqu'un qui n'influence pas sur le jeu, qui n'influence pas sur le résultat. C'est vrai qu'on parle beaucoup au foot, au rugby, voilà, on conteste beaucoup l'arbitre sur les décisions qui a pu jouer sur le résultat. Et on regarde souvent que, en fait, quand on ne fait pas parler de l'arbitre, c'est que l'arbitre est bon, en fait. Ou alors qu'il n'a pas fait de choix. Après, il y a toujours des gens qui vont aller critiquer l'arbitre. Mais c'est vrai que, voilà, si on prend l'exemple au rugby, la dernière fois, la quart de finale de Coupe du Monde, là, avec l'équipe de France, que l'arbitre a été un peu mauvais. Voilà, là, on a tendance à dire qu'il a influencé le résultat, etc. C'est pour ça qu'on l'a critiqué. Et il y a d'autres arbitres, voilà, j'ai plein d'arbitres au football qui ont été très bons, qui n'ont pas fait parler d'eux. Le truc, c'est que les gens ils disent jamais ça. T'es déjà sorti d'un match en disant ça. Alors, l'arbitre, elle est bon. Ah oui, c'est pour ça. Tu dis jamais ça. C'est soit j'ai été mauvais, soit tu dis rien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, le problème, c'est qu'on ne gratifie pas l'arbitre et on aime bien le critiquer. Mais voilà. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a toujours dit, voilà, un bon arbitre, c'est surtout quelqu'un qui n'influence pas le résultat. En fait, en effet, l'arbitre, il est là pour que celui qui doit gagner à ce moment-là, la confrontation entre les 2 ou 4 joueurs-là, ça soit le bon côté qui remporte. Du coup, ça soit sur un point, il doit prendre la bonne décision, comme ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du filet. Il faut prendre une décision en 2 secondes pour donner le point au bon côté. Et après, sur l'ensemble du match, c'est prendre les bonnes décisions sur tout le match pour que celui qui doit remporter à ce moment-là du match, ça soit celui qui est meilleur en termes de niveau à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, merci. Merci pour l'arbitrage, j'ai appris des choses. Merci pour le joueur. Bon, après toi, je te connais. C'est pas comme si je t'entraînais pas. Et puis, j'espère que ça vous a servi. Si ce concept vous plaît, je cherchais moi sans cracher Théo. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Quand on parle de bad, voilà, surtout en fait des débats sur le bad qui viennent. Ça peut être avec d'autres gens, on peut inviter plein de monde de toute façon. Sur la chaîne C'est Open. Donc voilà. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis merci les gars. Merci à toi. Salut à tous.